La condamnation d'un ancien président de la République, c'est un véritable séisme judiciaire, on est bien d'accord. Mais dans cette affaire, ce n'est pas seulement un homme qui est jugé, c'est tout un édifice. Un édifice de preuves, d'indices et d'interprétations. Alors on va plonger ensemble au cœur de ce dossier pour essayer d'en saisir toute la complexité. La grande question, évidemment, c'est comment est-ce possible? Comment la justice a-t-elle pu arriver à la conclusion que Nicolas Sarkozy était coupable dans cette affaire du financement libyen? Pour le comprendre, il faut vraiment se mettre dans la tête du tribunal et suivre leur logique. Pour bien saisir les enjeux, on va utiliser une image tout au long de cette analyse, celle d'un édifice. D'un côté, il y a l'accusation, qui a passé des années à bâtir cet édifice, brique par brique, pour prouver sa thèse. Et de l'autre, il y a la défense, qui arrive avec une seule mission, trouver la moindre faille pour tout démolir. C'est cette bataille architecturale qu'on va décrypter. Bon, commençons par les fondations. La pierre angulaire de toute cette construction, c'est l'existence supposée d'un pacte secret qui aurait été noué avec le régime de Mouammar Kadhafi. Au cœur du raisonnement des juges, il y a ce qu'ils appellent le pacte corruptif. C'est un deal en quelque sorte. D'un côté, une demande de financement pour la campagne présidentielle de 2007. De l'autre, en échange, la promesse de service une fois au pouvoir. Par exemple, des faveurs diplomatiques ou un coup de pouce judiciaire pour un haut dignitaire libyen. Et pour le tribunal, ça ne fait aucun doute. Nicolas Sarkozy a avalisé ce plan. Il a donné son feu vert. Et là, attention, il y a une subtilité juridique qui est absolument cruciale. La condamnation, elle ne porte pas sur la corruption en elle-même, mais sur l'association de malfaiteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'intention, le simple fait de s'être mis d'accord pour monter ce plan qui constitue le délit. Le tribunal n'a pas eu besoin de prouver que des valises de billets ont réellement circulé. Le projet, le pacte en lui-même, ça suffisait pour condamner. Alors maintenant qu'on a posé les fondations, voyons comment les juges ont méthodiquement empilé les briques les unes sur les autres pour construire cet édifice de la condamnation. Le tribunal va s'appuyer sur des faits très précis, qu'il considère comme des actes préparatoires. Fin 2005, on a les deux plus proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy, Claude Guillon et Brice Hortefeux, qui rencontrent en secret le numéro 2 du régime libyen. Et le contexte, pour la justice, est tout aussi important. À cette époque, fin 2005, début 2006, Nicolas Sarkozy, il n'est pas encore certain d'être le seul et unique candidat de son camp pour la présidentielle. Et là, le tribunal utilise des mots très très forts. Les juges estiment qu'il est, je cite, « impossible » que Nicolas Sarkozy n'ait pas été au courant de ces rendez-vous secrets organisés par ces deux hommes de confiance. C'est même l'inverse. Pour eux, le fait qu'ils aient été si discrets prouve que le patron avait donné son accord et qu'il était, je cite encore, parfaitement informé. On arrive donc au point absolument central de tout le dossier. Il n'y a pas de smoking gun, pas de preuves matérielles irréfutables, pas d'enregistrement audio, pas d'aveu filmé, non. La condamnation repose entièrement sur ce que le droit français appelle un faisceau d'indices, grave, précis et concordant. C'est l'accumulation et la cohérence de tous ces petits éléments qui, mis bout à bout, ont forgé la conviction des juges. Bon, vu comme ça, l'édifice a l'air plutôt solide. Mais comme n'importe quelle construction, il a peut-être des points faibles. Et c'est justement sur ces failles que la défense va concentrer absolument toutes ses attaques. Et c'est exactement la question que la défense va poser en appel. Est-ce que cet édifice est vraiment si solide qu'il en a l'air? Est-ce que les fondations sont saines? L'opération de démolition peut commencer. La contre-offensive va s'organiser autour de 3 grands axes. On pourrait dire 3 marteaux-piqueurs, chacun destiné à fissurer une partie bien précise de l'édifice pour à la fin le faire tomber. Premier angle d'attaque. C'est un argument purement technique, mais qui pourrait potentiellement tout balayer. L'idée de la défense, c'est de plaider une erreur fondamentale dès le départ. Le tribunal qui a jugé l'affaire n'était tout simplement pas le bon. Le raisonnement est suivant. Les faits reprochés, notamment ces fameuses rencontres secrètes de 2005, se sont déroulés alors que Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Or, en France, les actes commis par un ministre dans l'exercice de ses fonctions doivent être jugés par une juridiction très spéciale, la Cour de justice de la République. Si les juges d'appel donnent raison à la défense là-dessus, alors tout le procès pourrait être annulé pour vice de procédure. Et ça, sans même avoir à discuter du fond de l'affaire. C'est radical. Deuxième axe. Là, on ne s'attaque plus à la procédure, mais à quelque chose d'encore plus fondamental, le statut même de président de la République. Et pour ça, la défense va sortir l'artillerie lourde, la Constitution elle-même et la fameuse immunité qui protège le chef de l'État pour les actes liés à sa fonction. C'est un point assez fascinant. Une fois élu président en mai 2007, Nicolas Sarkozy bénéficiait d'une immunité totale pour les actes de sa fonction.
Et, chose intéressante, le premier tribunal a déjà reconnu que certaines des contreparties promises, comme les faveurs diplomatiques, étaient bien couvertes par cette immunité. La défense saute là-dessus pour dire « Attendez, si des pans entiers de votre récit sont invalidés par la Constitution, alors toute votre thèse devient bancale et incohérente. » Et enfin, la troisième et dernière offensive, celle qui ne vise plus les fondations ou la structure, mais les briques elles-mêmes. Autrement dit, les preuves. L'objectif ici est simple, démontrer que les briques utilisées par l'accusation pour bâtir son édifice sont en réalité de mauvaise qualité, friables, et qu'on ne peut pas construire une condamnation dessus. Et là, la défense va décortiquer chaque élément. Le témoin numéro 1, Ziad Takieddine, il a changé de version un nombre incalculable de fois. Un document qui a fait beaucoup de bruit, la fameuse note publiée par Mediapart, le tribunal lui-même a reconnu qu'elle était trop fragile pour constituer une preuve. La défense va donc marteler que cette condamnation ne repose au final que sur une déduction, sur une interprétation, et non sur des preuves matérielles indiscutables. On se retrouve donc face à un affrontement total. Deux lectures de la même affaire, mais qui sont radicalement, et j'insiste, radicalement opposées. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Là où le tribunal voit un faisceau d'indices graves et concordants, la défense, elle, ne voit qu'une simple interprétation. Quand l'accusation considère les témoins comme des pièces d'un grand puzzle, la défense répond qu'ils ne sont pas crédibles. Et enfin, là où la procédure est jugée valide par les uns, elle est complètement viciée pour les autres. C'est vraiment le choc de deux logiques judiciaires. Et tout ça, ça nous ramène à une question immense, qui va bien au-delà du cas de Nicolas Sarkozy. En l'absence de preuves matérielles absolues, où est-ce qu'on trace la ligne ? Où s'arrête l'intime conviction d'un juge, forgée par une accumulation d'indices, et où commence le doute raisonnable, ce doute qui, en principe, doit toujours profiter à l'accusé. La réponse à cette question, c'est elle qui décidera si cet édifice judiciaire tient debout ou s'il s'effondre.